Prêt à commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième webinaire organisé par Zoom en collaboration avec Bonjour Startup Montréal. Aujourd'hui, on a avec nous le vice-président de Pilote, firme de consultation, Danny Renaud. Puis, comme facilitateur, on a Patrick Agnier, le CEO de Osmo et cofondateur de Bonjour Startup. La thématique qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est les relations publiques et gouvernementales. Donc, on va se concentrer sur ces thématiques-là parce que c'est vraiment important de comprendre les mesures que vous pouvez prendre pour approcher le gouvernement. Puis avec toutes les mesures qui sont en train d'être mises en place, ben, on est sûr et on s'est fait dire souvent que vous avez beaucoup de questions. Sans trop de retard, je vais juste expliquer la manière dont on va fonctionner. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va vous donner la parole au fur et à mesure quand Dany aurait fini de faire son 15 minutes de présentation et Patrick sera là pour faciliter la conversation. Donc, moi, je vais vous laisser, puis je reviendrai à la fin pour faire le summary. Donc, bonne écoute tout le monde. Euh, Merci beaucoup, Nord. Je me présente, mon nom est Danny Renaud, comme Nord l'a mentionné. Je suis vice-président et chef des opérations chez Pilote Groupe Conseil. On est un cabinet spécialisé en affaires publiques, en affaires gouvernementales, relations gouvernementales et aussi en gestion de crise et relations publiques. Très content d'être ici, donné l'opportunité de parler aujourd'hui des relations gouvernementales dans cette période de crise. Je vous dirais que c'est une crise sans précédent. D'ailleurs, même chez Pilote, on a même créé une unité spéciale qui s'appelle Sherpa pour vraiment accompagner les entreprises pendant cette crise-là au niveau de comment se démêler, comment travailler avec le gouvernement au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, comme je disais, c'est une crise sans précédent. Aujourd'hui, ce que je veux faire, présenter rapidement, on va couvrir 7 points sans dire comment exactement faire vos relations gouvernementales, mais comment approcher ça dans le contexte de la crise. Encore une fois, qui est un contexte sans précédent. Puis par la suite, bien évidemment, on répond aux questions, échanger avec vous, ça va me faire plaisir parce que chaque dossier, souvent vous avez plein de questions, parce que, sans dire qu'on nage en plein inconnu, mais un peu. Alors, c'est de voir comment trouver des façons de naviguer, je vous dirais, dans ce territoire-là. Alors, dans un premier temps, on commence toujours en donnant une petite définition. On parle de relations gouvernementales, etc. On a une petite définition qu'on aime bien donner et qui clarifie un peu qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on parle de relations gouvernementales, ce qu'on peut résumer ça, c'est s'assurer que la bonne information soit transmise de la bonne façon, au bon moment et à la bonne personne au sein du gouvernement ou de l'appareil gouvernemental. Et ça, il y a des choses importantes là-dedans. On parle de bonne information, de bon moment, on parle de timing, on dit en latin, timing is everything. Alors, ça, c'est important. Puis aussi à la bonne personne. La crise amène, je vous dirais, une nouvelle dynamique, un nouveau contexte pour les relations gouvernementales. Souvent, à tort, les entreprises, les startups, aussi les petites entreprises, croient que les relations gouvernementales, c'est réservé exclusivement à des grosses corporations, des grandes entreprises. Ça fait un certain temps que ce n'est plus le cas. Et la crise de la COVID-19 va vraiment intensifier, on va dire, cette mutation-là. Pour une fois, des bonnes raisons. Il va y avoir une remise en question dans les façons de faire des entreprises, mais aussi au niveau de l'État, pour se sortir de la crise actuelle et aussi pour relancer l'économie. Donc, par la force des choses, vous avez une super opportunité, les entreprises, de vous faire connaître, de vous faire entendre auprès des instances gouvernementales qui vont chercher des solutions. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que vous devez voir les relations gouvernementales comme un marathon. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas vrai qu'en disant, ben parfait, on prépare notre dossier, on rencontre le gouvernement, puis on les voit demain, puis il y a un déblocage à part si vous faites des masques présentement. Mais pour le reste du temps, il faut le voir. Peut-être que oui, je vous dirais, dans le contexte d'une crise, il faut peut-être des fois des demi-marathons, mais ultimement, voyez ça comme un processus qui prend un certain temps, qui s'organise. Après ça, on ne parle pas en termes de mois nécessairement. Ce n'est pas une question de timing, c'est une question de bien faire les choses. Donc, c'est quelque chose qu'on fait qui se prépare. Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est couvrir 7 petits points
qui peuvent être des conseils aussi ou des analyses sur comment vous devriez peut-être approcher dans ce contexte de la crise, vos relations gouvernementales. Première chose à faire, vous devez analyser et bien comprendre l'environnement actuel, les gouvernements en présence, mais aussi le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. C'est vrai dans le cadre des relations gouvernementales traditionnelles, mais en temps de crise, c'est encore plus important. Les gouvernements sont des machines imposantes. Mais en plus de l'aspect administratif, vient s'ajouter une composante aussi politique. Et en période de crise, comme on vit présentement, ce dernier aspect-là de l'aspect politique prend souvent le dessus ou à tout le moins a vraiment une grande influence sur l'administratif. Vous savez, on analysait et comprendre l'environnement actuel. Eh bien, l'environnement actuel a vraiment changé. Je ne vous cache rien là-dessus. Le 10 mars dernier, le gouvernement du Québec, je prends le gouvernement du Québec comme exemple, ça s'applique aussi au fédéral, le gouvernement du Québec a déposé un budget. Généralement, pour ceux qui connaissent un budget, c'est vraiment, ça dicte les orientations du gouvernement. Pour la prochaine année, mais aussi ça met souvent ça met un peu la table pour les années futures. Donc, dans le budget, le gouvernement parle d'investissement, etc. Et on parle du 10 mars, ça ne fait pas encore un mois. Là. On parlait, dans le dernier budget, d'investissement. On parlait de surplus budgétaire, etc. Là, après 2 jours après le budget, le 12 mars, conférence avec le premier ministre, le directeur, le docteur et la ministre de la Santé, complètement changé. Donc, tout ce qui était, je vous dirais, prévu par le gouvernement en l'espace de 2 jours, 3 jours, une semaine, radicalement changé. Et ça, c'est important parce que si quelqu'un se dit, dans le budget, il a annoncé telle chose qui s'en vient, je vous dirais que ça ne tient plus. Peut-être que ça va tenir, mais pour l'instant, ça ne tient plus. Je regardais aussi, juste donner un exemple, un petit article ici dans le journal, c'était marqué Legault. Legault prépare l'après-crise. Les priorités au Québec vont changer. Donc, le gouvernement, avec cette crise-là qui est sans précédent, ça va changer radicalement. Et aussi, je vous prévois qu'il va y avoir 3 choses. Je pense que ça va être important dans votre conception, dans vos différentes démarches, de penser qu'il va y avoir. Dans le fond, il y a une crise, mais je pense que c'est important de la scinder en 3. Il va y avoir présentement, on vit une crise sanitaire qui va se résorber d'ici, on espère le plus rapidement possible, mais d'ici 1 mois, 2 mois, peu importe, mais ça va se résorber. Parallèlement à ça, va monter, et on est déjà dedans, il va y avoir une crise économique. C'est une crise économique pour un gouvernement, ça implique aussi différentes choses. Et suite à ça, parce que le gouvernement va faire des déficits, etc. On a annoncé un déficit de peut-être de 200 milliards au fédéral. Va par la suite arriver une crise des finances publiques qui va avoir une incidence très, très importante sur les fonds du gouvernement, etc. Donc, ces 3 crises-là, crise sanitaire, économique et finances publiques, vous devez l'avoir en tête quand on parle de la connaissance du gouvernement. Donc, vos demandes, etc., vont devoir avoir ça en fond, en trame de fond. Et aussi, les priorités que le gouvernement avait présentement vont être focusées sur se sortir de cette crise-là le plus rapidement possible avec le moins de dégâts possible. Donc, le gouvernement, sans dire qu'ils ne penseront pas à long terme, mais je vous dirais, l'environnement, notre analyse des 6-12 prochains mois va être vraiment focusée par les gouvernements sur la sortie de crise. Donc, les actions, tous les ministères vont être mis à contribution pour travailler sur le focus de sortir de cette crise-là, qui est sans précédent. Parce qu'une crise économique, généralement, on la voit venir. On voit un ralentissement, etc. Et là, on arrive après 2 trimestres consécutifs. Et là, on est en crise économique. Puis, je veux dire, généralement, les gens, dans les 50 dernières années, il y a eu des crises économiques. Les gouvernements savent dealer ça. Bon, puis, oui, il y en a qui perdent leur emploi après ça. Mais sauf que là, c'est arrivé soudainement, du jour au lendemain. Donc, personne n'est préparé à ça. Les entreprises ne sont pas préparées à ça. Les gouvernements ne sont pas préparés à ça. Donc, c'est important d'avoir ça en ligne de compte. Deuxième chose, quand vous approchez les relations gouvernementales, votre préparation est fondamentale. La préparation de votre dossier, vous allez aller rencontrer des gens, des décideurs, est fondamentale. Vous devez avoir fait vos devoirs. Et souvent, vous allez rencontrer des gens qui vous connaîtront un peu vaguement. Vous êtes qui? Votre historique. Qu'est-ce que vous avez des choses pertinentes à dire sur votre entreprise? Qu'est-ce qui vous distingue? Et dès cette étape, vous devez établir votre crédibilité, puis aussi commencer à établir le lien de confiance. Parce que même si le gouvernement, c'est un appareil imposant,
à la base, c'est des humains. Vous traitez avec des gens et des humains. Alors, c'est important pour vous d'avoir cette relation de confiance-là. Donc, ce qui est important de faire là-dedans, nous, quand on travaille avec nos clients, c'est un peu ça. On fait un diagnostic, votre entreprise, c'est quoi votre vision, vos objectifs, vos enjeux, vos attentes. C'est important de bien le définir pour par la suite de bien le communiquer. Et par la suite, les défis que vous avez à relever, les enjeux à gérer en regard des orientations ou de la situation actuelle du gouvernement. Suite à ça, hyper important de vous doter d'un plan. Vous savez, les relations gouvernementales, ce n'est pas quelque chose qu'on... c'est pas vrai qu'on dit, ah, je connais un tel, on va m'arranger ça, c'est pas plus ça du tout. Là. Maintenant, vous devez arriver avec un plan vraiment, c'est rigoureux, vous devez arriver avec un plan rigoureux. Donc, un plan qui comprend un diagnostic de l'état des lieux qu'on vient de discuter. Par la suite, c'est très important d'identifier les parties prenantes, avec qui vous allez travailler, les décideurs, c'est qui décide, les influenceurs, les appuis. Est-ce que vous avez des opposants peut-être dans un projet ou dans un secteur d'activité, il y a de l'opposition. Donc, c'est important de savoir c'est qui sont vos parties prenantes. Par la suite, établir la stratégie. C'est quoi la stratégie? Est-ce que c'est une stratégie de relation? Ça se développe pour les relations gouvernementales, ça demande une stratégie. Donc, c'est développer la stratégie. Et par la suite, élaboration des messages à transmettre. C'est important que le message que vous allez transmettre, quand vous parlez de votre organisation, que les gens comprennent le message. Et ça, pour vous, on dit toujours l'elevator pitch, que vous êtes à l'aise avec, je pense, ce concept-là. Mais donc, quand vous allez parler aux gens des différents paliers gouvernementaux, de l'appareil gouvernemental, c'est important que le message soit clair, limpide, qu'est-ce que vous voulez communiquer. Et ultimement, détermination des moyens et des outils. Parfois, il y a des rencontres avec des fonctionnaires, des fois, c'est avec des personnels politiques, ça peut être des rencontres avec des petits groupes de décideurs politiques, etc., dans les différents ministères. Donc, des fois, ça peut être des envois de lettres. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Alors, à cette étape-ci, c'est important pour vous de bien déterminer, OK, ça va être quoi la séquence? Qu'est-ce qu'on va faire pour aller parler au gouvernement et se faire entendre? Et ultimement, là-dedans, dans le plan, la rétroaction. Toujours important, une fois qu'on a rencontré nos décideurs, avoir un peu de la rétroaction. Souvent, c'est des firmes comme nous, peu importe, d'autres firmes font ça, ou des gens de votre entreprise. C'est de savoir, OK, on a rencontré les décideurs. Est-ce que les gens ont compris le message? Parce que souvent, si on arrive et que les gens ont mal compris, etc., ça peut nous retarder, puis ça peut même aussi vous faire perdre énormément de temps. Donc, la rétroaction, comment ça se passe? L'évaluation des impacts, la stratégie des moyens est hyper important. Puis ça, souvent, les gens le négligent un peu, mais c'est important de voir aussi. Puis aussi, peut-être qu'on voit, même à cette étape-là, peut-être que le projet, comment vous l'avez présenté en disant, dans cette lignée-là, le gouvernement ne veut pas aller du tout là-dedans. Par contre, vous pouvez peut-être le changer, modifier quelques aspects, le réorienter et là, développer là-dessus. Et là, il y a de l'intérêt parce que si vous allez directement sans rétroaction, vous allez peut-être arriver à la fin de la route en disant, bien, le gouvernement dit, bien, on n'a pas besoin de ça, on ne veut pas ça, ce n'est pas nos priorités, etc. Donc ça, hyper important de la rétroaction qui est souvent négligée là-dedans. Troisième point que j'appelle souvent, que je trouve intéressant, c'est quelle est votre piste d'atterrissage? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi vos attentes? Vous allez, l'importance de bien définir ce que vous recherchez, puis soyez clair dans vos demandes ou dans vos besoins. Parce que les gens à qui vous allez présenter, surtout présentement, il va y avoir des demandes de partout. Vous devez être hyper limpide et les gens qui vont vous écouter doivent savoir, OK, cette entreprise-là veut telle chose. Ça peut être une subvention, c'est-tu un changement, un règlement, c'est-tu la modification d'une loi, la création d'un programme, la création d'une politique. Ça peut prendre différentes formes. Mais c'est hyper important que les gens savent ce que vous faites. Puis aussi, là-dedans, il y a un problème, il y a pas de problème, mais il peut développer un problème, c'est que vous présentez vos choses et si les gens, c'est pas clair, ça va être très difficile pour les décideurs de choisir, de dire, OK, eux, je les ai rencontrés, mais c'est pas vraiment clair ce qu'ils veulent. Alors, en sortant du meeting, les gens disent, j'ai rencontré telle firme, telle entreprise, eux, ce qu'ils veulent, c'est telle chose. Et là, après ça, on pouvait commencer à travailler là-dessus et ça a le mérite d'orienter les discussions. Et aussi, ça évite, quand votre piste d'atterrissage est claire, ça vous permet aussi je vous dirais,
d'atténuer toute la question de téléphone arabe. Parce que si vous présentez ça à quelqu'un, et puis par la suite, la personne le comprend à l'autre bout, ça peut arriver que les gens ne vous comprennent pas du tout ce que vous vouliez, c'est quoi votre projet. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Quatrième point, ce qui est important, vous devez, présentement, on est en période de crise, hein, puis je dirais, comme je disais en début, les gens doivent être focusés vers une chose, vers la sortie de crise. Donc, ce que vous allez présenter, c'est important présentement dans vos conversations avec le gouvernement de répondre à un problème. La crise, elle va laisser des séquelles, mettre en lumière des problèmes, des faiblesses. Et le gouvernement va être plus que jamais à la recherche de solutions. Donc, vous devez vous inscrire dans cette lignée-là et arriver avec des pistes de solutions. Vous devez être concret dans votre projet, votre produit, votre service, etc. Et surtout présentement. Il y a un mois, vous pouviez être plus visionnaire, on fait une politique sur l'intelligence artificielle, puis blablabla. Vous pouvez encore le faire, sauf que présentement, les gouvernements vont être beaucoup plus focusés sur OK, qu'est-ce que je fais présentement à court terme pour sortir de ce marasme-là? Tu sais, ça va un peu que la pyramide de Maslow. Là. Tant que les problèmes primaires ne sont pas réglés, c'est très difficile de monter à la deuxième. Mais c'est le même principe avec les gouvernements. Et plus ça va répondre à un problème, plus la décision va se faire rapidement. Je donnais l'exemple des masques tout à l'heure. Si vous dites, ben moi, on fait des masques, il n'y aura pas d'appel d'offres, puis si ça, le gouvernement va dire, OK, t'en as combien, je les achète, puis amène ta vanne. Alors que, donc, vous, et aussi en période de crise, le gouvernement, sans dire qu'ils sont plus agiles sur les critères, donc, il y a plus de pouvoir politique et le gouvernement, s'il sent que ce produit, ce service-là peut aider les gens, etc., les décisions se prennent beaucoup plus facilement. Cinquième point, vous êtes en avance sur le gouvernement, vous avez un rôle d'éducation. Et ça, surtout vous, dans les entreprises innovantes, en high-tech, en technologie, etc., intelligence artificielle, etc., des startups, vous êtes des entreprises créatives innovantes et vous êtes en avant de la parade. Mais le gouvernement, lui, il ne l'est pas. Donc, pour vous aider, il doit comprendre ce que vous faites et ce que vous avez à offrir. Et ça, c'est fondamental. Comme je disais tout à l'heure, le téléphone arabe, si vous rencontrez un ministère, etc., puis lui, il l'explique à son collègue, aux fonctionnaires, il l'explique aux politiques, etc., puis il l'explique à l'autre ministère, bien souvent, vous allez parler d'un pont, puis ça va finir qu'ils vont penser que vous faites un tunnel. Ça, pour nous, ça, c'est à éviter. Donc, plus vous êtes clair, vous avez un rôle d'éducation. Et souvent, je fais des blagues, mais les gens techno puis les ingénieurs, je voudrais, des fois, c'est les pires personnes à amener un meeting. Puis quand un ingénieur est technologique en plus, ça double le problème. Donc, c'est important de bien vulgariser. Par la suite, il y a des meetings plus techniques. Là, vous amenez les gens techniques qui se parlent ensemble, mais ultimement, les gens doivent comprendre ce que vous faites et vous avez un rôle d'éducation. Henry Ford disait souvent, ça, j'avais demandé aux gens si j'avais demandé aux gens ou en recherche qu'est-ce que je devais faire avant d'inventer la voiture, bien, les gens auraient répondu, je veux un cheval qui va plus vite. Parce que les gens, leur référence, c'était ça à l'époque. Donc, vous devez avoir ça en tête. Vous devez être capable d'expliquer ce que vous voulez faire, d'éduquer. Sixième point, sortie de crise, les gouvernements vont vouloir créer de l'emploi. Jusqu'à il y a 3 semaines, 4 semaines, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une journée où on n'entendait pas parler de crise manque de main-d'œuvre en région, etc. Tout était focusé là-dessus. Là, un mois plus tard, on parle de chômage. On annonçait peut-être 25-30 de taux de chômage en sortie de crise. Vous comprenez que le paradigme a changé complètement. Donc, pour vous, quand vous allez vous adresser au gouvernement, vous devez avoir ça en tête. Et là, donc, les gouvernements vont mettre des programmes, investir massivement pour la création d'emplois. Donc, vous, ça peut être vraiment une super opportunité là-dedans, de comment se sortir de ça. Et le 7e point, avant de prendre vos questions, j'aime toujours ça, on met une petite phrase qui dit « On met toujours de l'huile sur la roue qui crie ». Donc, n'ayez pas peur de demander. Les gouvernements vont investir massivement en plan de relance, autant au fédéral, provincial, même des municipalités. Vous avez une super opportunité parce que dans une crise, il y a des gens qui vont périr avec la crise, que les entreprises n'en sortiront pas, et d'autres qui vont émerger. Et vous avez une super opportunité. Les gouvernements vont investir massivement. Tantôt, je donnais l'exemple de la technologie. Quand je disais amener une piste de solution, je reviens là-dessus parce que c'est important, j'avais oublié de le mentionner. Vous savez, présentement,
cette crise-là va accélérer différentes choses. Le commerce en ligne, c'est un bel exemple. Je regardais Métro, puis je nomme eux, mais c'est pas juste eux, c'est l'industrie. Euh, le commerce en ligne, ça n'a jamais été, il n'était pas prêt pour ça. Un métro, un magasin métro, dans le fond, je ne sais pas, il y a peut-être 250, il y a peut-être 200 épiceries métro au Québec. Le commerce en ligne représentait l'équivalent d'un seul magasin sur les 200. Là, maintenant, les demandes, c'est exponentiel. Donc, mais ils n'étaient pas prêts, ce n'est pas leur faute, là, je vous dis, c'est facile de dire ça après. Donc, vous, le commerce en ligne, etc., les gens, les relations vont changer entre les gens. Donc, vous voyez des opportunités. Le commerce en ligne, ça en est un, mais je suis convaincu que vous en avez mis l'autre en tête aussi. Mais donc, la société va évoluer. Donc, vous, vos produits et services, encore une fois, vous arrivez en mode solution. Comment votre produit peut s'inscrire? Si vous êtes capable de convaincre le gouvernement que votre produit, votre service s'inscrit dans cette lignée-là, vous avez des super bonnes chances d'aller justement participer à avoir votre part du gâteau. Je n'aime pas le mot gâteau parce qu'on parle de l'argent public, ça va être des déficits incroyables, mais quand même, le gouvernement va investir et si vous par ça, vous pouvez amener une contribution pour faire de ressortir de cette crise-là gagnant par votre entreprise, mais aussi par ultimement faire bénéficier la société. Je pense que c'est quelque chose qui va être très bon pour vous, mais aussi pour la société. Donc, je ne vais pas faire trop longtemps, j'ai fait 20 minutes. Je pense que ça vous donne un peu les grandes lignes, mais encore une fois, de la rigueur, bien préparé. C'est un processus qui prend du temps, qui doit être bien fait. Le temps, c'est relatif, mais surtout, bien faire les choses. Et puis, je pense que vous avez toute une super opportunité. Fait que je vous laisse. Alors, je pourrais prendre des questions, puis allons-y. Good. Ben, merci beaucoup. C'était super éclairant. Moi, ça me fait penser à plein de choses. Fait que je vais sauter tout de suite dans l'arène parce qu'il y a un paquet de choses qui sont en mouvance actuellement. Un message important que tu lances à la fin, puis ça peut être une intro à mes questions. Puis après ça, je vais aller dans les questions des participants également. On vit une crise sans précédent actuellement. Puis moi, ce qui me vient à l'esprit quand tu parles du greasy wheel, là, du squeaky wheel that needs grease, là, mais c'est exactement ça. Il y a une tonne d'opportunités qui émergent actuellement. J'aime bien l'expression « Never let a good crisis go to waste ». Puis là, on en a une méga crise. Puis qui est capable de voir clair là-dedans va pouvoir saisir des opportunités. C'est sûr qu'on vit tous un drame depuis 3 semaines. On est tous, je dirais, c'est depuis 2 semaines. C'est 3, 2. 3 cette semaine, je pense. 3 semaines, c'est ça. Parce que j'étais au budget, moi, à Québec, le 10 mars. Puis c'est quand même phénoménal le changement entre le 10 mars et le 12. Le 10 mars, on avait un budget agressif, super optimiste, 2 % de croissance du PIB. Puis 2 jours plus tard, on était dans un scénario catastrophe. C'est quand même spectaculaire, le volte-face. Je ne dis pas que ça a été calculé de la part du gouvernement Legault, mais c'est quand même contrastant. Le contexte, c'était le party mardi soir, puis jeudi après-midi, c'était la première conférence du PM avec Arruda. C'est quand même assez spectaculaire comme revirement. Puis effectivement, là, on est dans un changement de contexte total. Ça ne veut pas dire que les mesures qui avaient été prévues dans le budget sont toutes effacées, mais il n'y aura pas d'emphase sur la croissance. Il va y avoir de l'emphase maintenant sur l'urgence, la sortie des liquidités pour sauver un maximum de business, autant start-up que PME que grande entreprise. Puis ensuite, la relance. Fait que les gouvernements sont là-dessus, effectivement. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc, moi, j'ai un exemple de demande claire. Tu parlais d'arriver avec des demandes claires. Donc, analyser les situations, analyser les mesures. Les mesures sortent avec... c'est tellement dans l'urgence qu'on sent que le gouvernement veut faire des annonces, mais ils n'ont pas tout attaché les ficelles. Ils ont une équipe en arrière qui travaille comme des malades pour attacher ça, parce que ce n'est pas juste la mesure et son impact économique, c'est l'opérationnalisation de la mesure au sein de l'appareil gouvernemental qui est complexe. C'est souvent là où ça jamme.
Je prends la mesure du 75 de subvention salariale, okay, qui est quand même une mesure majeure du fédéral. Ça va coûter 30 milliards par mois, cette mesure-là, et ça va, ça va pas se payer tout seul, cette affaire-là. Là. Ça va se payer sur des années de taxation et d'imposition. Il ne faut pas se leurrer. Là. C'est ce que je disais tantôt, quand je parlais des trois phases de la crise sanitaire, la crise économique et la crise des finances publiques, ben oui. qui, elle, ça va être combien de déficit? On voyait hier ou avant-hier, Terre-Neuve était incapable d'emprunter. La Banque du Canada a dû... Terre-Neuve était rendue insolvable, si je peux me permettre l'expression. On voit ça dans des pays du tiers-monde, mais une province canadienne qui doit avoir de l'aide de la Banque du Canada pour payer, pour emprunter, c'est jamais vu. Sa cote n'est pas suffisamment élevée. Exactement. Et il y avait toutes sortes de choses. Mais c'est quand même, c'est une province canadienne. Là. Alors imaginez-vous comment... Puis personne n'est capable de mesurer ça va être quoi la crise financière. Et la crise, et là, ça va y avoir des coupures, etc. La crise des finances publiques, ça va ressembler à quoi? C'est très difficile à voir. Ce qui est quand même capoté, c'est qu'on sort du gouvernement précédent d'une période d'austérité pour assainir le budget provincial. Puis là, on avait heureusement des réserves qui étaient annoncées au budget qui vont fondre comme neige au soleil. Mais c'est pour ça qu'on a des réserves aussi pour pallier autant de crises. Mais là, tu sais, j'arrive aux startups. Parce que là, on a une demande, on a une mesure majeure. Tout le monde l'analyse. L'information sort au compte-gouttes de jour en jour. Puis c'est normal parce qu'ils ont sorti de gros chiffres. Puis là, la machine, les cabinets, puis la machine ministérielle crunch les chiffres au fur et à mesure. Là, la mesure du 75 j'aimerais ça m'y attarder. Elle est précise, elle est concrète. Puis on va voir comment on est capable, en termes de relations gouvernementales, influencer le cours des décisions actuelles. Le critère du 30 d'admissibilité au programme, 30 de décroissance d'année en année, il ne s'applique pas aux startups. L'enjeu qu'on a actuellement, c'est que ce critère-là élimine de facto une grande majorité des startups. Celles qui sont pré-revenus, pas rapport. Tu ne peux pas démontrer une décroissance si tu n'as pas de revenus. Il y en a un paquet de startups qui sont en pré-revenu actuellement. Là, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la robotique. Il y a plein de business qui sont dans des cycles de développement longs, des startups qui sont prometteuses puis qui sont pré-revenus. Tu fais quoi avec ça? Les business qui sont en croissance, j'en nomme un autre segment qui ne passera pas dans ce critère-là. C'est tous les business qui sont en hyper-croissance depuis 2-3 ans. Mais quand tu pars de 100 000 de revenus, tu triples tes revenus à 300 000, puis ensuite tu triples à 900 000. Tu pars de presque rien à un peu rien, à rien de revenus relativement à des grosses business. Tu ne qualifies pas non plus parce que l'année passée, tu faisais 100 000 de revenus. Cette année, tu en fais 300 000 potentiellement. Puis là, tu as une décroissance qui s'en vient majeure dans les prochains mois. Donc, tu ne rentres pas dans ce critère-là non plus. Fait que là, on a un problème. On n'est pas adapté. C'est une mesure qui n'est pas adaptée aux startups. Il faut travailler sur le critère. Là, il y a des solutions précises qui peuvent être proposées. Une d'elles, ça serait de dire au cabinet du ministre Baines, au lieu d'utiliser le 30 pourquoi pas se baser sur les projections approuvées par les CA. Okay? Fait que tu as une projection de revenus en 2020. Tu ne te compares pas avec 2019, ça ne sert à rien. Mais tu te compares par rapport à tes prévisions approuvées sur ton budget approuvé par ton CA à toi. Et là, si tu as une décroissance majeure, comme c'est probablement 90 des startups aujourd'hui dans l'écosystème startup à Montréal, au Québec, bien là, tu peux démontrer que tu as une perte de revenus importante et tu te qualifies. Ça, c'est, à mon avis, qu'est-ce que tu penses de cette démarche-là et cette approche par rapport il y a différentes choses là-dedans. Moi, je pense que travailler sur le 30 etc., faire changer le critère, je pense qu'il est un peu trop tard. Par contre, il y a... Et ça me ramène tantôt, je disais, le gouvernement n'était pas préparé à ça. Le gouvernement a eu des réflexes de crise économique traditionnelle que tu vois venir. On va aider les entreprises, etc. Mais, puisque c'est arrivé tellement rapidement que le gouvernement avait des réflexes je dirais, c'est pas pour critiquer, c'est de old school en disant, puis la prochaine chose qui s'en vient, ça va être, on va faire un plan d'infrastructure. Ça s'en vient dans le plan de relance. Alors moi,
ce que je ferais instinctivement, je ne connais pas complètement le dossier, mais ce que je ferais instinctivement, c'est de dire, OK, il y a une mesure qui s'applique pour les entreprises existantes déjà. Le 30 pour les raisons que tu viens évoquer, etc., fonctionne, n'est pas adapté à ce type de business-là. Par contre, moi, je pense qu'on devrait, parce que là, il y a un plan, là, c'est un plan de sauvetage, puis parallèlement, va commencer un plan de relance. Alors, moi, je dirais maintenant parler, faire des représentations pour que vous vous inscriviez dans le plan de relance qui va arriver rapidement. Ce ne sera pas dans 6 mois, là. Ça va arriver rapidement. Donc, vous, pour qu'il y ait des mesures spécifiques pour les startups dans la relance qui va, ultimement, c'est d'avoir des sous pour le business. Alors, que ce soit le programme A, B ou C, ça importe peu, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, donc, nous, c'est de trouver une solution avec vous, puis aller rencontrer les différents agents gouvernementaux pour dire, écoutez, voici notre problématique. Nous, pour les raisons que tu as évoquées qui sont très pertinentes, nous, on aimerait que dans le plan de relance, il y ait telle chose pour continuer, pour ne pas tuer les startups, etc., pour les continuer, puis avec des critères différents. Fait que je n'essaierai pas de faire modifier ce qui est là présentement, c'est trop tard, puis là, les gouvernements sont là, puis ils sont et ça va être beaucoup trop complexe. Je profiterai d'arriver avec d'autres choses pour dire on a besoin de sous. Puis à la fin, ça va être le même résultat. Le programme va être beaucoup plus adapté au vôtre. Là où je te relance, c'est que on est dans l'urgence. On n'est pas dans on n'est pas dans le 6 mois, 9 mois. Là. Il y a un sondage qui est sorti la semaine passée qui a été fait par le mouvement des accélérateurs innovants du Québec. Ouais. 60% des startups ont un runway de 3 mois et moins. C'est-à-dire que l'épuisement des liquidités va se faire en 3 mois et moins. Donc, c'est là. Le crunch de liquidité, il est maintenant. Puis, c'est pas juste pour les startups. Là. On a un commentaire c'est pour d'un toutes les entreprises. C'est pour toutes les entreprises. Oui, même dans l'événementiel, le mois, c'est une réalité. Fait que, c'est l'accès aux liquidités. Puis, moi, j'étais dans un talk avec le ministre Fitzgibbon hier soir. Comment est-ce qu'on fait pour complémenter cette mesure du fédéral? Est-ce qu'il ne peut pas avoir des cautions gouvernementales? Parce que la plupart de ces business-là, ces petits business, ne sont pas bancables. Okay? Tu ne peux pas aller chercher une marge de crédit de 300 000 400 000 quand tu es start-up à la banque. Fait, est-ce qu'on ne peut pas avoir un programme d'urgence de caution gouvernementale qui permet de rendre accessible aux startups ou aux petits business, notamment dans l'événementiel qui concerne la gang de Zoo, entre autres, qui permettent d'accéder à du crédit, puis les liquidités sont dans les banques. L'accès aux liquidités le plus facile actuellement, c'est d'aller voir ton banquier. Je pense, l'affaire là-dedans, c'est difficile avec une solution précise. Je trouve que dans ce cas-ci, je pense que, encore une fois, je disais, dans mes points, il faut arriver avec des demandes claires, etc. Moi, je pense que, comme vous devez faire une réflexion en disant, le programme idéal serait ça, quelque chose de raisonnable en disant, et parce que le gouvernement ils ont tellement de choses à penser présentement que si quelqu'un dit, vous rentrez dans le bureau en disant, voici mon problème, peux-tu m'arriver avec une solution? Tu sais, il va dire en latin, take a number. Là, alors, parce que lui, il y a ça, puis il y a des industries, puis il y a tout. Alors, si tu dis, regardez, il y a cette solution-là, votre programme ne s'appliquait pas. Nous, on a pensé à telle chose qui pourrait permettre telle affaire. Déjà, le gouvernement a dit, tabarouette, c'est une super bonne idée, etc., ou avec des modifications. Et là, déjà, vous avez déjà une piste pour qu'ils puissent peaufiner, travailler des pistes de solutions potentielles. Souvent, les gens disent, ils arrivent, ils disent, regarde, nous, ça ne marche pas votre programme, vous devriez nous inclure. Puis l'autre dit, ben non, on ne devrait pas vous inclure. Puis la discussion arrête là parce que, je vous dis, ils ont tellement de choses ça à table. Puis il faut vraiment s'enlever je ne sais pas que vous faites ça, mais dans la mentalité qu'avant, on a besoin de subventions, etc., besoin de différentes choses. Et là, le gouvernement avait du temps. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus de temps. Fait qu'il faut arriver rapidement en disant, OK, voici, solution in a box. Là. Voici ma solution. OK, puis peux-tu faire. Après ça, oui, au moins, vous avez une piste. Moi, je pense que je l'orienterais pour faire avec une piste de solution. Ouais. Exactement. Customiser. Puis, autant au fédéral, provincial, les deux simultanés, vous devez, surtout là-dedans, l'argent vient des deux côtés. Donc, c'est important puis avoir aussi bien comprendre comment le fédéral peut vous aider, parce que le fédéral peut aider sur une partie du programme, puis le provincial peut aider sur une autre partie du programme. C'est important de bien comprendre. Tu sais, mon point 1, bien comprendre l'environnement. Donc, c'est comment les deux, on les fait travailler ensemble. Puis après ça, on dit, bien, écoutez, on a pensé à ce projet-là. Le fédéral pourrait faire ça, le provincial pourrait faire ça. Puis peut-être qu'il y a même une municipale, peut-être pour certaines choses, des crédits de taxes, peu importe rendu là.
Mais faut arriver, je vous dirais, là, un peu mâché d'avance, sinon le gouvernement n'aura pas le temps. Puis c'est pas un manque d'intérêt, parce qu'ils vont dire les startups, c'est important, mais les usines, c'est important. Puis la personne de Gaspésie va dire, nous, une usine de transformation de poissons, pêcheurs de crabes. Là, après ça, tout le monde est à la même place. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, d'arriver avec une bonne stratégie et de dire, OK, voici, on a déjà pensé à quelque chose. OK, puis j'ai une question d'un participant là, qui s'en vient, puis je vais faire une petite intro à cette question-là, parce qu'on a un double enjeu dans l'écosystème startup, c'est que la loi des nombres ne joue pas en notre faveur. On n'a pas un nombre énorme d'emplois. Si tu consolides ces petites entreprises, ces startups à Montréal, versus un Cirque du Soleil qui vient de mettre à pied 9-10 000 personnes. Fait il y a un enjeu des petits nombres. Au niveau économique, au nombre de jobs. Il y a un enjeu aussi parce que c'est fragmenté, puis faire front commun, je pense que ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle. La question de Guillaume, c'est la suivante. Comment jouer la relation de manière intelligente entre l'approche auprès des politiques et auprès des fonctionnaires pour passer le message tout en s'assurant que le dossier est pris en charge par les bonnes personnes. Donc, on a, derrière cette question-là, tu as l'enjeu de la représentation. Si tu arrives avec ta petite organisation, puis tu représentes 62 entreprises, puis on a un impact plus faible que si on est en plus grand nombre. J'aimerais ça que tu abordes cette question-là aussi sur l'angle stratégique. C'est comment est-ce qu'on aborde le politique, effectivement, puis l'administratif quand la loi des nombres joue en notre défaveur? Ça revient un peu à ce que je disais au début, de bien comprendre. Présentement, le gouvernement va vouloir, là, présentement, il veut sauver, parce que présentement, il est en mode sauvetage, mais parallèlement, il commence à travailler sur un plan de relance. Donc, vous devez vous inscrire en sauvetage, mais aussi en développement, en disant, et le gouvernement va être focusé dans les prochaines semaines sur la création d'emplois. Et donc, vous, sachant ça, je pense que vous devez orienter en disant, nous, et aussi et le changement dans l'économie. Donc, je pense que vous devez approcher votre mandat en disant, nous, allez voir les médias. Le problème, c'est qu'on est aux bonnes portes, en commençant probablement par le politique. Mais ça dépend du projet aussi. Mais je pense que les deux doivent se faire parallèlement. Donc, la partie, je dirais, politique, c'est vraiment d'arriver en disant, encore une fois, comme je disais tantôt, avec le ministre ou avec les fonctionnaires, peu importe, en disant, OK, nous, voici, on veut tel type d'aide, on veut la relance, et pourquoi on doit être représenté parce que telle chose va vous permettre, par exemple, de création d'emplois, etc., de chômage chez les jeunes. Prendre l'angle de la création d'emplois et de comment l'industrie va participer. Il y a deux choses, l'emploi et comment ça va participer à la relance de l'économie du Québec et du Canada. Et après ça, aller voir, cogner aux bonnes portes. Puis ça, bien, vous pouvez le faire, mais il y a du monde aussi qui peut vous aider là-dedans, d'aller vraiment, puis aussi vraiment analyser, OK, le gouvernement, en analysant les différents programmes, on voit qu'il y a une tangente qui s'en va vers cette direction-là. C'est comment nous essayer de customiser notre demande, mais en s'éloignant pas trop de la direction que le gouvernement va tracer. Puis ça, à chaque jour, ça évolue. Parce que aussi, ce qui est difficile là-dedans à prévoir, c'est qu'à chaque jour, le gouvernement arrive avec la stratégie des feuillages. C'est normal parce que c'est pas ce qu'il fait, c'est qu'à chaque jour, les gouvernements disent OK, là, telle affaire, on n'a pas vu venir ça, là, il y a un problème, là, il arrive avec une mesure, etc. Fait que vous, on commence à voir qu'il y a une ligne directrice là-dedans et c'est de vraiment s'inscrire dans, je dirais, les angles, c'est la création d'emplois et comment on va être capable de créer des emplois intéressants pour le Québec. Puis aller dans cette lignée-là pour demander au gouvernement de l'aide avec des choses précises pour en quoi votre projet va contribuer à faire telle chose. Je ne sais pas si c'est clair, parce que je ne sais pas si ça clarifie un peu, mais c'est vraiment d'aller dans cet angle-là, de s'inscrire dans la mouvance du gouvernement. Puis cogner à la bonne porte, bien ça, je vous en faisant nos devoirs en disant, il y a dans mon programme, il y a différentes choses, ça touche l'emploi, ça touche le travail, ça touche l'économie, etc. C'est d'aller avec la bonne porte, avec le bon dosage de demande, pour demander des choses extravagantes, c'est une question de dosage aussi là-dedans. Parce que tout le monde va demander plein de choses. Fait que si on arrive, tout le monde est déraisonnable, il n'y aura rien. Fait qu'il faut trouver le bon dosage.
je couvrirais ces différents angles-là. Guillaume, voulais-tu en rajouter? Ben, oups, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Patrick. Allô, Guillaume? Bonjour Dany, merci beaucoup. En fait, il y avait un élément stratégique qu'on comprend bien, puis je pense que Dany l'a bien exposé. Puis après, il y a un élément tactique. On voit, on est habitué à faire des représentations politiques et faire travailler nos dossiers au niveau des fonctionnaires. Puis c'est de comprendre la dynamique, comment fonctionnent les deux. Est-ce qu'on est d'abord. Puis Patrick, tu l'évoquais tantôt, je pense qu'actuellement, on doit faire front commun, on doit démontrer le poids qu'on a dans le contexte actuel, encore plus aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Donc ça, je pense que cette capacité de se regrouper est importante. Puis est-ce qu'on amène ce regroupement d'abord au niveau politique pour faire valoir l'impact qu'on peut avoir direct sur l'écosystème et sur la reprise des activités économiques qui sont quand même l'enjeu maintenant, c'est de se positionner dans la configuration de reprise. Et ensuite, comment on redescend vers les fonctionnaires qui vont traiter le dossier. Puis est-ce qu'il y a un élément tactique à prendre en considération, basiquement, tu sais, jusqu'à quand on insiste sur le politique, on relâche une certaine pression, qu'on travaille avec les fonctionnaires, puis comment on joue cette balance-là? Il y a deux choses, Alain. Je pense qu'on doit jouer les deux choses, les deux de front, mais tactiquement différemment. C'est que le gouvernement va mettre en place, il commence et va en mettre de plus en plus des programmes sur pied. Donc, vous, au niveau de l'appareil, je dirais gouvernemental, l'appareil au niveau des fonctionnaires, c'est de voir plus votre projet, votre demande va être proche d'un programme existant qui peut être modifié par des petits amendements, etc., plus ça va être facile. Puis par la suite, en avoir le politique en disant, le politique, on dit, écoutez, il y a ce programme-là, qui est déjà sur... Nous, on aimerait en bénéficier. Par exemple, mais si vous modifiez telle petite chose, ça nous permet, nous, en tant que groupe, d'avoir de l'aide et de créer de l'emploi, etc. Bien là, le politique parce que si là-dedans, il y en a un qui dit, oh, c'est une très bonne idée, puis le gouvernement, puis la fonction publique dit, ben, on n'a pas de programme, etc. C'est très difficile. Alors, généralement, quand c'est du long terme, ça peut se faire. On commence avec les fonctionnaires, par la suite, le politique embarque. On fait intervenir. Sauf que dans notre cas, c'est vraiment un sprint. Quand je parlais de marathon, mais là, on est dans un sprint. Fait que c'est vraiment de voir comment un programme, on peut le travailler, puis avec l'appui politique, pour dire. Parce que si les deux sont d'or, oui, c'est une bonne idée. Puis là, ben, le politique dit, ben oui, en modifiant telle affaire, je le ferai. Là, on arrive avec un résultat plus facile. Mais je pense que c'est jouer les deux de front, mais avec des choses différentes. Le politique, c'est faire valoir le côté plus, je dirais, politique. Création d'emplois, l'importance des startups, même si on est dans le court terme, ça va prendre une stratégie à long terme. C'est le jouer un peu là. Et la fonction publique, c'est comment je le fais fitter dans mon programme actuel ou en le bonifiant légèrement, parce que sans créer une autre chose. Ce qui va être difficile, là, c'est de dire au gouvernement, ben, là, il faudrait créer une autre chose. Il va dire, regarde, je l'ai créé pas mal là-dedans. Peux-tu essayer d'embarquer dans un des 50 programmes que j'ai mis de l'avant? C'est plus facile d'en faire modifier un qu'en faire créer un. Donc, s'inscrire dans les deux fonds. Je ne sais pas, Guillaume, si je réponds à ta question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Très instructif. Je vais passer à la question de Guillaume Terrien. En guise d'introduction, j'utiliserai Ottawa comme exemple pour ta question, oui. Guillaume. C'est qu'actuellement, on fait beaucoup de représentations auprès du ministère de l'Économie du Québec. On est proche des gens de la Ville de Montréal qui sont proches de l'écosystème local. Mais Ottawa, on ne fait pas une bonne job. Montréal n'est pas bien représenté à Ottawa. Je peux te donner un exemple. L'année passée, Ottawa a octroyé une subvention de 52 millions de dollars à Communitech, Mars et Invest Ottawa pour un programme de scale-up. On n'a pas ce genre de budget-là à Montréal, au Québec, qui vient d'Ottawa. Puis on ne fait pas de représentation assez forte, assez stratégique à Ottawa. Il y a quelques groupes, il y a quelques individus qui le font, mais de façon concertée. L'écosystème n'est pas bien représenté à Ottawa actuellement. Et je pense, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une opportunité d'établir ces liens-là aujourd'hui. La crise est une porte ouverte pour rentrer. Je reviens à la question de Guillaume. C'est qui qu'on consulte en premier? Ce serait quoi ta stratégie pour aller à Ottawa à l'heure actuelle? Parce que là, les mesures, ils touchent plusieurs ministères. Ils touchent ICED, ils touchent les petites entreprises, ils touchent la moyenne entreprise. Fait que, ils touchent le développement économique.
comment est-ce qu'on démêle ça, Ottawa, puis comment est-ce qu'on attaque Ottawa? Mais première chose, Ottawa, la prémisse de Guillaume est très bonne. Les gens ont peur d'aller à Ottawa pour différentes raisons, ça, question de proximité, etc. Les gens ont le réflexe d'aller à Québec, mais on dit fish where the fish are. L'argent est à Ottawa. Là. Donc, je pense qu'il faut aller, il faut arrêter d'avoir peur d'aller demander à Ottawa. Et c'est une grosse, mais elle est juste plus grosse un peu que. Je vous dirais, c'est la même chose qu'au Québec, sauf qu'elle est juste plus grosse. Au ministère des Finances, il y a juste plus de monde, mais c'est le même principe. Et il y a de l'argent là. Et ça revient à mon affaire. Si on ne demande rien, on n'aura rien. Alors, c'est pas. Et le Québec est souvent très, très, pour différentes raisons, historiques, peu importe, je n'en parlerai pas là-dedans, mais les gens. C'est pour dire que le Québec fait. Les entreprises québécoises, les organismes québécois ont toujours peur de l'Ottawa. Alors, moi, ce que je ferais, il faudrait regarder plus le dossier, mais de façon générale, il faudrait cogner. Il y a un lieutenant politique au Québec, je pense, M. Rodriguez. Pablo Rodriguez, c'est une personne. C'est sensibiliser le côté Québec qui est un peu le rêve. Par la suite, c'est d'aller directement parler avec Pablo Rodriguez. Par la suite, aussi voir, mais faire le même type d'intervention. Vraiment, du Québec, quand on a besoin de parler au ministre des Finances, on va parler, on appelle au ministère des Finances, l'économie, etc. On dirait au Québec, on a comme peur, alors il faut aller. Et là, après ça, ça va prendre premièrement une bonne analyse de c'est quoi les programmes en place, etc. Après ça, faire une stratégie. Est-ce qu'on commence par le lieutenant politique ou on va directement aux différents ministères, aux différents ministres, etc. Et c'est de jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment de se faire une stratégie, comme on le fera au Québec, mais je vous dirais de le faire de façon concertée et d'aller parler aux bons intervenants avec. Puis même aussi, pas avoir peur d'aller parler aux fonctionnaires. On a Mélanie Joly aussi, là, qui peut être une alliée précieuse. Là. Mélanie Joly, effectivement. Puis, le premier ministre vient du Québec. Il vient de Montréal. On a Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant politique qui a été nommé, que ce poste n'existait pas, qui est très important. Par la suite, tu as Mme Joly. Alors, tu as plein, tu as Stephen Guilbeault aussi, qui était. Donc, il y a plein, surtout dans le je dirais, le côté culturel, etc. On parlait tantôt d'événementiel. C'est toutes des choses, c'est M. Guilbeault qui est ministre en titre, et c'est tous des ministres du Québec. Donc, je pense qu'on doit se faire une stratégie concertée. Mais la pire chose à faire, c'est d'arriver et de commencer à les voir un après l'autre. Puis, si on dit mêler comme un jeu de cartes, il faut être concerté, il faut arriver et se faire une bonne stratégie, dire qui on parle en premier, puis cette personne-là nous permet de parler à la deuxième personne, etc. Et après ça, mais aussi, on néglige au Québec souvent, les entreprises québécoises négligent la fonction publique d'Ottawa. On va tout de suite aux politiques, c'est correct. Mais alors qu'au provincial, bien, souvent, on n'a même pas besoin que le politique s'en mêle. On va parler aux fonctionnaires du Québec avec nos clients. On va parler aux fonctionnaires. Puis des fois, le politique, on l'implique, des fois non. Et alors, c'est le même principe, mais on dirait qu'on a une barrière, on a peur d'aller parler à la fonction publique fédérale. Ça, il faut se faire une stratégie là-dessus. Fonction publique et politique, mais avec des demandes claires, etc. Puis aussi en étant conscient de ce que le gouvernement fédéral a en tête, vers où il se dirige, etc. Fait que c'est un peu ça, c'est un mélange de fonction publique et de politique au fédéral. Même principe, il faut juste le faire plus assumer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les lieutenants qui sont ici à Montréal, qui nous représentent à Ottawa. Là, puis tu as un très bon point là-dessus. Guillaume Terrien, voulais-tu intervenir pour cette question-là aussi? Oui, en fait, Dany, merci. Je me demanderais, est-ce qu'on devrait appeler notre député local? Est-ce que on devrait dire aux gens de vraiment appeler leurs députés locaux? Écoute, ça ne peut pas nuire, mais sauf que là, devant l'urgence, ben ça dépend. Oui, ils peuvent l'appeler, sauf que présentement, je pense que si on fait des petites interventions, parce que le député, il va dire, oui, super, bonne idée, venez me rencontrer, on s'appelle, il va appeler, lui, ce qu'il va faire, il va appeler le ministre, et là, le ministre va dire, écoute, puis là, le député local, lui, il va en avoir en tabarouette aussi des demandes différentes. Ou peut-être ça va être intéressant, sauf que moi, je dirais tout de suite, quitte à vous concerter, puis parler d'un plus grand nombre ou d'un nombre plus concerté directement, je vous dirais, dans les bureaux de sous-ministres, dans les bureaux de ministres, on parlait de Pablo ou le ministre Guilbeault, etc., directement en disant, voici, dans votre ministère, il y a telle chose. Notre industrie, par exemple, dans l'entertainment, etc., est à risque à cause de telle chose. Voici ce qu'on aimerait et on a vu vos programmes, etc. Et on pense qu'on pourrait s'inscrire là-dedans ou vous pourriez peut-être créer telle chose, les créatifs. La publicité, les médias ont fait un super bon travail, autant au Québec
qu'au fédéral. Les autres, donc, ce qu'ils ont fait, eux autres, ils sont allés rencontrer les différents ministères, puis ultimement, le gouvernement a pris plus de publicité. Donc, c'était une façon facile pour eux d'injecter de l'argent pour sauvegarder les salles de nouvelles, etc. Donc, ça, c'est un bel exemple, mais ils se sont concertés. C'est pas un média après l'autre qui a appelé. Ils se sont concertés. Après ça, tu allais rencontrer avec une demande conjointe commune. Et par la suite, le gouvernement a dit tabarouette, OK, ils sont regroupés. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que chaque industrie, donc chaque business, va voir le gouvernement demander une affaire, puis même une grosse petite. Là, le gouvernement dit tabarouette, là. Surtout maintenant qu'il y a tellement de... maintenant. Alors, si vous arrivez, vous concertez en disant, nous, on représente 50 entreprises, blablabla, on parle d'une... Fait que toi, tu n'auras pas 50 demandes, tu vas en avoir une. Aide-nous de cette façon-là, on est concerté. Beaucoup plus facile dans une période où il y a tellement de demandes, le gouvernement, d'être concerté. Vous pouvez prendre un leader peut-être, puis souvent, ce qu'on peut faire, vous prenez, mettons, une grande entreprise, mettons, vous faites un petit groupe, 3, 4 une petite, une plus grosse, une moyenne. Fait que là, pour pas que le gouvernement dise, vous représentez juste les grandes entreprises ou les petites entreprises, nous, on représente l'industrie. On a des gros, des joueurs, des petits, moyens, des grands joueurs. Et là, on parle d'une seule voix. Et ça va satisfaire, si vous arrivez avec tel type de mesure-là, ou tel type d'aide, ou peu importe, ça va aider notre industrie, petite, moyenne ou grosse. Fait que là, le politique va se dire, si j'aide les gros, les petits vont chialer, etc. Lui, là, en plus, le gouvernement, ça ne tente pas présentement de se faire critiquer. Parce que c'est normal, ils font ce qu'ils peuvent. Puis ils disent ça en plus, j'aide quelqu'un, mais l'autre chiale à côté, ça ne les intéresse vraiment pas présentement. Ça ne les intéresse pas de façon générale, mais là, encore moins. Fait que moi, je pense que j'aurais une concertation par industrie, par secteur. Je pense que c'est ça la meilleure façon d'arriver d'une voie commune, avec des demandes précises. Oui. OK, excellent. Il nous reste quelques minutes. J'avais une suggestion de Roselyne. Donc, veux-tu intervenir, Roselyne, puis nous parler de ce que tu avais en tête pour les startups versus les OBNL? Bien, en fait, moi, dans le fond, je reviendrai sur le fait qu'il est trop tard pour intervenir sur la mesure de 75 parce que compte tenu que dans les lignes qu'on a actuellement, il y a quand même des mentions qui disent, notamment pour les OBNL, puis moi, c'est une clé, me semble, que j'utiliserais. Pour les OBNL, ça dit quelque chose comme on va s'assurer que la méthode de calcul réponde à votre réalité. Okay. Fait que je me dis pourquoi les startups ne prendraient pas, là, c'est comme utiliser quelque chose qui existe déjà en le détournant ou en le transformant légèrement pour que ça s'applique aux startups. Ouais. Pourquoi les startups ne posent pas une méthode de calcul qui réponde à leur réalité, puis qui serait donc traité de la même manière que certains groupes qui sont déjà identifiés dans la mesure? Bien, quand j'ai dit que je ne voulais pas abdiquer mais ce qui est plus facile, c'est que vous arrivez quelque chose. Il ne faut pas que le gouvernement dise, OK, si je rouvre la porte pour ça, je vais avoir 75 000 autres demandes qui vont rentrer, déjà, qui dépensent des sommes astronomiques. Si peut-être en regardant, en disant au gouvernement, si vous changiez telle petite chose, nous, on pourrait s'inscrire, ça nous aiderait, plus que créer une chose, vraiment créer une chose complètement différente. Je comprends. Donc, moi, je pense que, sans dire, je pense que c'est jouable, mais le temps presse parce que si on est en train de le mettre en place, etc. Puis déjà mettre ça en place, ce ne sera pas facile. Parce qu'il y a quand même 2,5 millions de demandes de chômage à rentrer, plus d'autres choses. Donc, l'appareil gouvernemental est sollicité. Fait que, si vous arrivez à quelque chose qui est... Dans le fond, c'est toujours, là, je dirais un mot, il faut garder ça simple. Si on arrive, on présente au gouvernement quelque chose, puis on dit OK, c'est un petit amendement, c'est pas la fin du monde, les impacts, puis déjà avoir mesuré que ça va aider les entreprises, mais ça ne coûtera pas si cher, ça ne sera pas si compliqué que ça. C'est toujours jouable. C'est juste qu'il ne faut pas que le gouvernement dise tabarouette, il faut que je pense complètement à l'affaire. Là, ça ne fonctionnera pas. Mais oui, c'est pas fini. Mais par contre, si c'est pas ça, ça peut être d'autres choses. Si jamais ça ne marche pas que celle-là, peut-être penser à d'autres choses aussi. Là. Il nous reste 5 minutes. Moi, je pourrais parler de ça pendant des heures, là, mais parce que c'est tellement chaud actuellement là, qu'on a. C'est un moment majeur là, d'une crise. Puis, je pense que l'idée pour notre écosystème de petites entreprises, start-up à Montréal, c'est vraiment de faire front commun. C'est ce que j'entends de ce que tu dis. Oui. On puisse se faire entendre plus facilement.
plutôt que d'aller frapper 22 organismes à la même porte avec des demandes différentes, on a l'air un peu fou. Puis la loi des nombres ne joue pas en notre faveur. On n'est pas... Oui, puis c'est effectivement, et c'est la quantité de demandes. Les gens, puis s'il y a trop, ben là, le gouvernement va dire, ben je vais aider les plus gros. Fait comme ça va... ou une stratégie, mais c'est la concertation avec des demandes précises. Le gouvernement va dire, oh, mon Dieu, c'est pas compliqué. J'aide ça. Ça me permet d'aider 150, 200 entreprises ou une industrie au complet, petite, moyenne, grande. Comme je disais au début, le gouvernement est en mode solution. Il arrive à tous les jours, il concocte des choses. Si vous arrivez avec une solution qui facilite la vie là, dans ce contexte, si on peut faciliter la vie dans un contexte aussi bizarre, ben, je pense que c'est assurément une porte, une avenue vraiment intéressante. Oui. Puis moi, il y a beaucoup de bruit. L'idée, c'est de couper à travers le bruit puis d'arriver avec des demandes précises. Parce que je vois un paquet de lettres ouvertes aussi qui sont envoyées aux ministres, à tous les ministres dans tous les sens. C'est pas toujours regroupé. Donc, ça aussi, ça ajoute au bruit ambiant. C'est sûr. Je ne suis pas sûr que ça aide la cause non plus. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette approche-là, les lettres ouvertes pour les lettres ouvertes, c'est sûr, mais ils doivent recevoir 200 lettres par jour. Là, donc, ça peut être une lettre ouverte, mettons un groupe concerté qui envoie une lettre ouverte, mais aussi, le danger de la lettre ouverte, si ça a l'air d'une critique du gouvernement, le gouvernement va dire, alors, c'est mieux de te regrouper, d'aller écrire une lettre au ministre, peu importe, ou au gouvernement, et là, d'arriver à des choses précises. Parce que si on commence à... Parce que quand on écrit des lettres ouvertes, pour commencer à critiquer, ça, c'est quand on a essayé, puis le gouvernement ne veut rien savoir, etc. C'est une stratégie comme une autre. Je ne suis pas toujours la meilleure, loin de là, de commencer à critiquer. Parce que si le gouvernement se fait critiquer là-dessus, là, il y a tellement de bruit que je pense que la lettre ouverte va passer dans le beurre. Fait que moi, je pense que vous êtes mieux d'arriver concerté, d'étudier vos programmes comme il faut, d'étudier qu'est-ce que le gouvernement a essayé d'anticiper ce que le gouvernement veut faire en disant on a une piste de solution, ça va vous régler tel problème. Quand un employé rentre dans ton bureau avec 4 ou 8 problèmes, il dit regarde, boss, j'ai 8 problèmes. Là, regarde, OK. Puis si par-dessus ça, tu as 25 autres problèmes, tu vas te dire regarde, c'est beau, mais ça la pile, puis genre, j'ai 50 problèmes aujourd'hui, puis je serai rendu. Si tu dis hey, boss, voici le problème, voici mes 4-5 solutions, je pense que ça pourrait être là, ça pourrait être efficace. Là, tu dis, toi, tu viens de me sauver, tu viens de faire baisser ma pile, c'est fantastique. Là, je le fais. Pour moi, c'est des êtres humains. Hein? Je dis toujours à la base, c'est des gouvernements, mais ultimement, c'est des humains qui prennent des décisions. Fait qu'il faut. Puis on est tous de même. On a des business, on a des start-up, on prend des décisions. Et quand quelqu'un vient nous voir avec un problème et que la piste de solution à côté, on est beaucoup plus facile, surtout qu'on est débordé, beaucoup plus apte à l'écouter et à dire oui, ça a du sens. Puis là, tu discutes déjà. Déjà, tu as pris de l'avance ces autres qui garochent un problème. Si ta solution, ce que tu amènes comme solution est correct à 80 %, bien, tu as déjà 80 % du chemin de fait par rapport au gouvernement. Si tu arrives avec 0, voici mon problème, puis find a solution, va dire, ben écoute, oui, take a number. Absolument. Mais je pense qu'on a fait le tour. L'heure est arrivée. Merci. Nour, veux-tu reprendre la parole pour clôturer cette séance? Merci encore d'être venu nous partager ton savoir sur l'approche de relations gouvernementales. Merci. Puis merci. Merci beaucoup, Patrick et Dany, pour vos interventions. Et merci à tous les gens qui ont participé à ce webinaire-là. Sachez qu'on en a 2 ou 3 autres qui vont être lancés la semaine prochaine. Donc, gardez un œil sur nos médias sociaux pour les différentes thématiques. Les thématiques qu'on va aborder la semaine prochaine sont plus reliées au droit avec Norton Rose Fulbright, sur le droit de l'emploi, sur le bankruptcy, puis d'autres thématiques qui sont intéressantes aux entreprises de savoir. Donc, j'espère vous voir tous à ces webinaires-là la semaine prochaine. Donc, merci, bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.